RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Parole de paix. Parole de paix, c'est un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Notre collectif d'associations échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Cette semaine, dans notre émission, l'émission sera consacrée au rapport d'Amnesty sur l'apartheid israélien. Autour des micros, nous avons Marie-Jo d'Amnesty Nancy. Oui, bonjour à tous. Bonjour Marie-Jo. Nous avons également Brigitte qui représente la FPS. Oui, l'association France-Palestine Solidarité. Donc Brigitte Jeannot, et je représente également l'association de solidarité avec le peuple sahraoui. Et donc, parce que cette émission est proposée par Amnesty et la FPS. L'émission, je le rappelle, qui va être consacrée au rapport d'Amnesty sur l'apartheid en israélien. Nous avons également Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Donc Catherine pour la Ligue des droits de l'homme. Oui. Et moi-même Stéphane du mouvement de l'objection de conscience. Et nous allons avoir une invitée de marque avec nous. Donc, si tout fonctionne bien, nous aurons donc Martine Brismur, qui est la responsable à Amnesty France de tout ce qui concerne Israël, les territoires palestiniens occupés et la Palestine. Est-ce que tu es présente parmi nous? Oui, Martine. je suis là. Eh ben bonjour à toi, et puis on va essayer de faire une émission pour essayer de communiquer sur ce rapport d'Amnesty qui a été quand même accueilli diversement. On va en parler plus tard. Une fois n'est pas coutume, nous faisons des brèves, nous les ferons en fin d'émission cette fois-ci. Donc je propose que nous commencions directement notre dossier à propos du rapport d'Amnesty International. On connaît hélas la longue liste des violations systématiques des droits humains et du droit international par Israël à l'égard du peuple palestinien. La colonisation, la violence des colons et de l'armée, les emprisonnements, y compris des femmes et d'enfants, les expulsions forcées de Jérusalem, de la vallée du Jourdain, le blocus de Gaza et les homicides de civils par l'armée israélienne lors de bombardements de Gaza ou dans des opérations en Cisjordanie. De nombreuses ONG palestiniennes, israéliennes et internationales dénoncent ces crimes et ces violations. Certaines, comme B'Tselem en Israël, Human Rights Watch, HRW au niveau international, excusez mon anglais, et la FPS en France, ont parlé d'apartheid. Mais la prise de position d'Amnesty International dans un rapport publié le 1er février 2022 a fait beaucoup de bruit et a replacé aux yeux du monde cette question inacceptable pour Israël du système d'apartheid qu'elle a mis en place systématiquement et progressivement. Qualifier d'apartheid le système mis en place par Israël pose question et mérite quelques explications. Et nous avons Martine Brismur qui est avec nous. Qui est avec nous et Oui, qui va répondre à nos questions. Mais au préalable, avant de poser déjà des questions, j'aimerais dédier cette émission, alors je vais peut-être pas bien le prononcer, mais à Shiren Abu Aklem, qui a été tuée lors d'un reportage à Jénine, en Cisjordanie occupée, au matin du 11 mai. Et elle était là pour suivre des affrontements armés qui avaient éclaté au cours d'un raid de l'armée israélienne dans un camp de réfugiés. Une journaliste qui a été tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle avait des protections, qu'elle avait le gilet pare-balles sur elle. On en a parlé. Et beaucoup de sources disent que c'est l'armée israélienne qui l'a abattu. Et tout le monde a été choqué de ces images pendant les obsèques, où vraiment il y a eu des brutalités qui ont été commises, qui sont totalement inacceptables. Donc merci de nous rappeler la mémoire de cette journaliste.
Et je voulais rappeler aussi le cas de Salah Hamouri, qui a vu sa détention administrative prolongée de 3 mois sans aucune explication. Et donc, il est emprisonné. Pensons à lui. Oui. Un avocat franco-palestinien. Oui, j'avais oublié de le dire. Donc un avocat franco-palestinien. On a déjà fait une émission sur son cas, et le syndicat des avocats de France avait fait quelques jours après cette émission d'ailleurs un communiqué de presse pour exprimer notre soutien à notre confrère qui est emprisonné dans des conditions et à qui un sort est réservé depuis plusieurs années dans des conditions totalement inacceptables. On avait eu son épouse qui nous avait parlé de sa vie au quotidien, de leur séparation et du sort injuste réservé à son mari. Parce qu'elle ne peut plus retourner en Israël. Oui, depuis plusieurs années. Et dire que donc, on va peut-être. Oui, excusez-moi. Juste dire que cette émission, on peut la retrouver dans les podcasts sur rcn-radio.org. Voilà. On va peut-être laisser maintenant Martine répondre à nos questions. Il faut déjà qu'on lui pose des questions. Oui. Et à moins que vous nous fassiez une présentation générale, que vous nous expliquiez dans quel contexte ce rapport est intervenu, puisqu'effectivement c'est le 3e rapport sur l'apartheid en Israël. Donc pourquoi vous vous êtes emparé de cette question? Je crois que c'est un travail de longue haleine, en amont, et vous avez prévu également un travail en aval d'explication, de pédagogie, ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc si vous pouviez déjà nous présenter dans quelles conditions Amnesty s'est emparé de cette question, et puis après. Alors ce rapport en fait fait suite évidemment à une documentation d'Amnesty International depuis 1967 sur les violations du droit international humanitaire, commises par les autorités israéliennes, mais aussi par les autorités palestiniennes et les groupes armés palestiniens, dans les territoires palestiniens, en Israël. Et donc Amnesty a rédigé des dizaines de rapports, a mené d'innombrables actions de plaidoyer, d'actions militantes au niveau mondial pour essayer de combattre ces injustices et ces violences toujours recommencées, et d'y mettre un terme avec des appels aux mécanismes internationaux, aux pays tiers et aux autorités locales. Et considérant la persistance des violations des droits humains, les cycles de violence, l'impunité dans laquelle ces violations se déroulaient et se déroulent encore, donc Amnesty International en est arrivé à envisager une autre approche, on peut dire une approche holistique, donc globale, pour arriver en fait à traiter les problèmes de fond qui ne sont jamais traités, et à déterminer donc un régime d'apartheid tel que le droit international le définit, donc un crime d'apartheid. Évidemment, comme vous l'avez déjà dit, nous ne sommes pas la première organisation à déterminer l'apartheid, mais donc B'Tselem était la première, B'Tselem, organisation israélienne, qui a soutenu d'ailleurs le rapport d'Amnesty International, et puis aussi évidemment Human Rights Watch. Alors la différence entre par exemple Human Rights Watch et Amnesty International, c'est que Human Rights Watch a déterminé le crime d'apartheid uniquement dans les territoires palestiniens occupés, et qu'Amnesty, après un travail de recherche de plus de 4 années, a déterminé ce crime d'apartheid aussi en Israël et vis-à-vis des réfugiés palestiniens. Voilà, après donc un travail de recherche, de consultation d'experts internationaux, et aussi évidemment de consultation des autres rapports, des lois israéliennes. Voilà, nous en sommes donc arrivés à déterminer le crime d'apartheid commis par Israël vis-à-vis du peuple palestinien dans son entier. Vous pouvez poursuivre, par exemple, en nous expliquant ce que vous entendez par l'apartheid, c'est la dépossession.
vous voulez que je ne définisse pas ce qu'est l'apartheid? On va commencer le peut-être crime d'apartheid. Voilà. Oui, voilà. C'est mieux définir le crime d'apartheid. Vous avez raison. Donc, l'apartheid est une violation du droit public international, une grave violation des droits humains garantie par le droit international, ainsi qu'un crime contre l'humanité en vertu du droit pénal international. Donc, les 3 grands traités internationaux qui interdisent ou érigent explicitement l'infraction d'apartheid sont la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, Convention sur l'apartheid de 1973, et le statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, mis en œuvre en 2002. Donc le crime contre l'humanité, qu'est le crime d'apartheid, est constitué lorsque des actes inhumains, tels que transfert forcé de population, torture, homicides illégaux sont commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique d'un groupe racial sur tout autre groupe racial dans l'intention de maintenir ce régime. Alors, petite remarque sur le terme racial, il est utilisé comme à l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il intègre la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Voilà, ça c'est la définition légale et juridique. Alors après, oui. Oui, je voulais juste dire parce que moi j'avais entendu des personnes me dire, mais là il n'y a pas de problème de race en Israël et donc l'apartheid n'est pas le terme d'apartheid n'est pas justifié. Mais donc ça ressemble pas à ce qu'il y avait pour l'Afrique du Sud, par exemple. Hein, c'est ça. Alors là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Donc, alors la race déjà, c'est un terme qui est évidemment, comme je l'ai dit, dans l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le mot race est élargi évidemment à la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique. Voilà. Alors en Afrique du Sud, par rapport à l'Afrique du Sud, Amnesty ne soutient pas la thèse que le système d'apartheid imposé par l'État d'Israël est identique ou comparable à la situation de l'Afrique du Sud de 1948 à 1991. Si le terme apartheid a été utilisé à l'origine pour désigner le régime politique de ségrégation en Afrique du Sud et dans d'autres pays d'Afrique australe comme la Rhodésie ou la Namibie, il a été consacré et défini par le droit international à partir de 1973. Les conventions et les traités condamnent, prohibent et criminalisent l'apartheid et ils sont rédigés de manière universelle et ne font pas forcément référence à l'Afrique du Sud ou à l'Afrique australe. Donc notre rapport repose sur cette définition stricte. Il analyse les discriminations systématiques subies par les Palestiniens et Palestiniennes au regard du seul droit international. Ils sont discriminés uniquement comme Palestiniens. Ils n'ont pas les mêmes droits. C'est ça, ils n'ont pas les mêmes droits. Ils sont exclus de certains droits de façon systématique par le régime israélien. Alors, voilà, de façon systématique. Alors, je renverse ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que Israël, en fait, impose un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique avec l'intention de maintenir ce régime, ce qui est très important pour définir le crime d'apartheid. Et en plus, des crimes c'est un crime contre l'humanité puisqu'il y a des actes inhumains qui sont perpétrés de façon systématique et récurrente. Voilà. Et la discrimination est basée sur l'ethnie, la religion. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, ça peut être sur ça, ça peut être sur autre chose. Si vous voulez, on peut parler de l'apartheid. Là, je vous ai fait une définition
du crime d'apartheid de façon juridique et au regard du droit international de façon générale. Si vous voulez, on peut essayer de voir comment l'apartheid est mis en œuvre par Israël à l'encontre du peuple palestinien. Si vous voulez, sur quoi ça s'appuie? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, comme je disais, ce qui est très important, c'est la volonté d'opprimer, de dominer le peuple palestinien pour entretenir une hégémonie démographique juive, de réduire la présence palestinienne en réduisant les droits palestiniens, quel que soit l'endroit où vivent les Palestiniens. Donc, évidemment, on peut penser à la colonisation illégale dans les territoires palestiniens occupés, qui est soutenue par le régime militaire, donc par l'occupation militaire, ensuite par cette colonisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle est aussi accompagnée de systèmes judiciaires discriminatoires, d'expulsion de force de milliers de Palestiniens, de démolition à grande échelle, de restrictions à leur liberté de mouvement, et des attaques violentes des soldats. Voilà. Et puis un deuxième aspect, c'est la réduction de la présence palestinienne, aussi bien, par exemple, à Jérusalem-Est, donc avec des objectifs démographiques, comme à Silouan, dans les quartiers de Silouan ou de Sheikh Jarrah, mais aussi en Israël. La population juive a un statut juridique préférentiel, ancré dans le droit israélien. Ensuite, les Palestiniens ont un statut que l'on peut dire racisé, puisqu'on les a arabes, non juifs. Voilà, ils sont différenciés d'autres groupes non juifs, par exemple par le service militaire, car seuls eux sont exemptés du service militaire. Ensuite, les réfugiés. Par la négation du droit au retour, des centaines de milliers de réfugiés ont été déplacés en 1948, bien sûr, tout le monde le sait, par la Nakba, mais en 1967, et ne sont pas autorisés à faire valoir leur droit au retour, alors que les Juifs israéliens le sont. Vous avez des lois, par exemple, on peut citer la loi de 1950, la loi sur le retour de tous les Juifs, et le droit automatique à la citoyenneté de 1952, alors que les réfugiés palestiniens, bien sûr, ne l'ont pas. Donc ça, c'est un aspect, cette volonté d'opprimer et de dominer. Un autre aspect, c'est la fragmentation territoriale. En fait, si on regarde où les Palestiniens et les Israéliens, juifs et juifs vivent aujourd'hui, on s'aperçoit, par exemple, qu'en Israël, les Israéliens juifs vivent dans des grandes villes, comme Tel Aviv, etc., ou des villes mixtes, dites mixtes, comme Haïfa, etc. Tout ça, c'est plutôt et que les Palestiniens, et aussi dans des villes de Galilée d'ailleurs, et dans certaines villes du Negev, très peu. Où vivent-ils encore? Ils vivent dans les territoires palestiniens occupés, ce sont les colons, aussi bien à Jérusalem qu'en Cisjordanie occupée. Et si on se pose la question, où vivent les Palestiniens aujourd'hui? Ils vivent en Israël, ils représentent 19% de la population, ils n'ont que la citoyenneté israélienne, mais en plus ils vivent à 90% en Galilée, dans 139 localités, et dans le Negev, dans des villages reconnus et non reconnus. Et si on regarde les villes mixtes, en fait les Palestiniens n'y sont que pour 10%. Voyez, donc par exemple, ça c'est des faits qui marquent cette fragmentation territoriale. Cette volonté qu'ils soient toujours en minorité, qu'ils soient toujours minoritaires partout. Ils sont minoritaires et en plus ils sont regroupés en fait, de fait, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je peux répéter que en Israël, les Palestiniens, donc les Arabes israéliens pour les autorités israéliennes en fait, vivent dans 139 localités uniquement. Ils vivent en Galilée ou bien dans le Negev à 90%, donc dans le sud. Voilà. Et que dans les villes mixtes que j'ai citées tout à l'heure, par exemple, j'ai donné un ou deux exemples, il n'y a que 10% de Palestiniens. Donc en fait, ils sont mis à part. Voilà. Alors, après, il faudra peut-être examiner pourquoi ça se passe comme ça, mais c'est la réalité. Voilà. Alors évidemment, les réfugiés, eux, sont
sont en Cisjordanie occupée, ou bien dans la bande de Gaza, ou bien dans des camps au Liban, en Syrie, en Jordanie, plus dans d'autres pays, les USA, en Europe, etc. Donc, à part. Et puis, justement, j'ai dit à part, donc un troisième aspect, c'est une ségrégation légale qui est instituée. Alors, par exemple, par l'existence des régimes juridiques distincts. C'est un des principaux instruments grâce auquel Israël fragmente les Palestiniens et impose ce système de domination et d'oppression. C'est-à-dire que les Palestiniens ont des cartes, on appelle ID en anglais, ID cards. Alors, moi je dis plutôt carte d'identification que carte d'identité pour préciser les choses, selon leur statut. Par exemple, pour les Palestiniens des territoires palestiniens occupés, il y a tout un système de permis pour se rendre ou sortir de la bande de Gaza, pour sortir de Jérusalem-Est, pour se rendre en Cisjordanie. Donc en fait, ils sont complètement séparés les uns des autres, et ils sont aussi séparés d'ailleurs des Palestiniens d'Israël. Cet état civil est contrôlé depuis 1967 par les Israéliens, que les Palestiniens se trouvent à Gaza ou en Cisjordanie ou en Israël. Et donc, en Israël, les Palestiniens, eux, ont un droit. Les Palestiniens des territoires sont sous plusieurs statuts. S'ils sont dans la zone A, ils sont sous l'autorité palestinienne, plus ou moins. S'ils sont en zone B, ils sont sous les deux. S'ils sont en zone C, ils sont exclusivement sous contrôle israélien. S'ils sont sous la bande de Gaza, ils sont sous contrôle palestinien et israélien, et contrôlés. Et s'ils sont en Israël, en fait, ils sont évidemment, ils sont sous le droit civil, mais ils n'ont pas d'égalité politique, en fait, et ils sont discriminés. Il y a une distinction juridique entre les Palestiniens et les Israéliens, puisque les Israéliens juifs ont la nationalité juive, la nationalité israélienne, alors que les autres ne l'ont pas. Voilà. Et les réfugiés, évidemment, n'ont pas de citoyenneté ou de statut de résident. Voilà. Donc ça a aussi des conséquences très importantes sur les déplacements, des déplacements pour les Palestiniens, car il y a entre les territoires, donc entre Gaza et la Cisjordanie occupée et Jérusalem-Est, des restrictions de plus en plus draconiennes. En fait, il y a des contrôles de points d'entrée, il y a des problèmes pour les voyages à l'étranger, puisque les Palestiniens des territoires ne peuvent pas passer par les aéroports israéliens. Il y a beaucoup d'interdictions de voyager sous des prétextes qu'on ne connaît pas. Il y a des informations secrètes. Les personnes qui sont interdites de voyager ne peuvent pas consulter ou contester ces interdictions. Beaucoup de difficultés de circulation avec ces postes de contrôle, le mur de séparation évidemment, mais les barrages routiers. Alors, en Israël et à Jérusalem-Est, bien que Jérusalem-Est soit occupée, évidemment, annexée pour les Israéliens, les déplacements sont autorisés, mais pour les Palestiniens, citoyens d'Israël, il y a beaucoup de contrôles de sécurité, beaucoup d'interrogatoires distincts, humiliants et discriminatoires. Par exemple, lorsqu'ils se rendent pour voyager aux aéroports, à part l'âge, qu'il peut avoir quelques exceptions, mais voilà. Voilà. Alors donc ce régime de permis, alors j'ai même pas parlé de la bande de Gaza, évidemment, où l'entrée en Cisjordanie occupée n'est permise qu'en cas d'urgence médicale au titre de la politique de séparation, puisque les Palestiniens de Gaza sont toujours des infiltrés, bien que un certain nombre obtiennent des permis de travail en Israël, mais on voit que ce régime de permis, en fait, est une procédure militaire, bureaucratique, arbitraire et discriminatoire, quel que soit l'endroit où vivent les Palestiniens. Voilà. Alors voulez-vous que j'enseigne directement sur
la dépossession, voulez-vous que nous fassions... Je voulais juste témoigner que la FPS organise régulièrement des voyages en Cisjordanie. Et donc, nous avons pu toucher du doigt tout ce que vous venez de décrire de manière extrêmement claire. Effectivement, nous sommes allés donc en Israël. Nous avons rencontré des Arabes israéliens, puisqu'il faut les appeler comme ça, qui nous ont fait part, effectivement, du fait que ils sont considérés comme des sous-citoyens en Israël. À Nazareth, par exemple, eh bien, nous avons rencontré le maire de Nazareth qui nous a expliqué que il bénéficiait d'un budget manifestement sous-doté, qu'il y avait une densité extrêmement importante de la population donc à Nazareth, alors qu'à Nazareth-Ilite, qui est au-dessus, là, ils ont un territoire beaucoup plus vaste, des budgets beaucoup plus importants. Et nous avons demandé à traverser Nazareth-Ilite pour voir comment les choses se présentaient, comment les maisons se présentaient, et ça nous a tiré un sourire, mais un sourire qui était bien entendu jaune, parce que en fait j'étais accompagnée d'Alsaciens et ils ont tous fait la réflexion, mais on a l'impression d'être en Alsace, c'est-à-dire que les maisons sont grandes, sont belles, sont florissantes, il y a des jardins, c'est vert, etc. Et le contraste est absolument frappant lorsque l'on descend dans la ville de Nazareth. Eh bien, on voit que les conditions de vie des Arabes israéliens ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est vraiment très frappant. Et oui, parce que justement, ça, c'est un des aspects sur la dépossession des terres et des biens et les politiques discriminatoires en matière d'aménagement du territoire et du territoire. Hein. Par exemple, alors ça se passe évidemment en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, mais en Israël, c'est très très important, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'urbanisation, en fait, les politiques d'urbanisme et d'aménagement les plans en fait sont établis localement, hein, par la région, et en fait sont alloués évidemment aux villes et aux localités juives, hein, bien sûr. Donc vous avez parlé de Nazareth, ça c'est très flagrant, mais dans d'autres villes c'est exactement la même chose. En plus, comme à Lod par exemple. Oui, les terrains qui existaient pour la construction, en fait, sont très souvent cédés par l'État à des organisations, comment il s'appelle là, le KKK, hein, ou le Fonds Juif, donc qui achètent ces terres et qui, bien sûr, ces terres ou même ces bâtiments carrément, et qui donc les réservent aux Juifs israéliens ou même aux nouveaux Juifs israéliens qui arrivent de l'étranger, mais absolument pas, ils ne veulent pas de Palestiniens. Donc en fait, il y a une discrimination. Voilà. Les terrains constructifs, en fait, ne sont pas accessibles aux Palestiniens. Voilà. Et en Cisjordanie, bien entendu, là, c'est vraiment terrible. En Cisjordanie, si on pense à la zone C, par exemple, donc qui est gérée par l'administration civile, qui n'a de civil que le nom, qui est bien sûr militaire, n'a rien à faire des besoins des Palestiniens, donc ne délivre pas de permis de construire. Par exemple, on est à peu près sûr que les Palestiniens, dans la zone C, ne peuvent construire que sur 0,5% de la zone. Il y a 70% qui est réservé aux colonies. Hein. Oui. Par exemple, j'ai des chiffres. Fin 2020, il y a eu un permis de construire pour les Palestiniens et 1094 pour les colons entre juillet 19 et mars 2020. Donc on voit bien comment les choses se passent. Hein. Et à Jérusalem-Est, c'est la même chose. Il y a les communautés en fait palestiniennes proposent des plans d'urbanisme
de développement des écoles, des espaces publics, des zones commerciales. Et il y a un refus délibéré d'approuver ces plans. Donc en fait, il y a un mauvais développement à Jérusalem-Est. En plus, il n'y a pas de construction. Donc les constructions qui sont obligées d'être faites par le développement de la population, évidemment, entraînent un nombre d'émolitions très très importantes. Hein. Oui, surtout dans des quartiers qui sont particulièrement ciblés comme Silouane. Nous là, sommes allés aussi à Silouane, comme qui est je disais tout à l'heure sur ces quartiers, de la mosquée, qui sont en fait qui sont dévolus à d'autres plans de la municipalité de Jérusalem, du Grand Jérusalem. Là, Silouane, c'est évidemment pour confisquer les terres, les habitations, et pour construire autre chose. Tout à fait. Voilà. En utilisant l'archéologie également détournée. Oui, évidemment. À une finalité. Oui. Tous ces parcs archéologiques font partie de plans en fait pour empêcher la construction de logements et de quartiers palestiniens, et aussi d'enlever les Palestiniens, de les exclure, de les exfiltrer, de les expulser de leur quartier. Mais quand on discute avec des Palestiniens, on se rend compte à quel point les statuts sont inextricables. Je suis avocate, donc j'aime bien savoir comment les choses se passent très concrètement et juridiquement. Et franchement, c'est très difficile de comprendre, puisque un même couple qui vit à Jérusalem va pouvoir avoir deux statuts complètement différents en fonction de d'où vient la personne, etc. En Cisjordanie, c'est pareil. Par exemple, nous revenions d'Haïfa et nous rencontrons des Palestiniens qui ouvrent des yeux gros comme des phares d'auto en nous disant « Nous n'avons jamais vu la mer. » Oui, bien vous avez eu la chance de voir la mer. Nous, ça nous paraissait quelque chose de tout à fait anodin. En France non plus, il y a des gens qui voient jamais la mer. Hein. Oui, mais là, on est à quelques dizaines de kilomètres. Enfin, vraiment, parce qu'il faut s'imaginer qu'on a affaire à un territoire qui est relativement restreint. Et ce sont des personnes qui n'ont jamais vu la mer et peut-être ne verront jamais la mer, qui est à quelques dizaines de kilomètres. Tout à fait. Et les routes séparées. Enfin, vraiment, quand on est sur place, on voit ce régime d'apartheid se mettre en application de manière concrète et de manière tellement visible. Et c'est vraiment un système qui opprime les Palestiniens. Oui. Alors nous ne parlons pas de régime à Amnesty International. Nous ne sommes pas sur une position de déterminer ce qu'un régime doit être. Nous sommes sur la détermination du crime. Donc les crimes d'apartheid qui s'appuient sur un système. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce que nous avons pu déterminer, si vous voulez. Un système qui est mis en place depuis longtemps, qui a commencé en 1948 jusqu'à aujourd'hui et qui s'applique de façon systématique et alors sur tous les Palestiniens où qu'ils vivent, voilà. Alors bien sûr avec des nuances. Il est évident que dans la grande majorité, les Palestiniens citoyens d'Israël n'éprouvent pas le régime d'apartheid de la même façon que les Palestiniens des territoires. On est bien d'accord. Sauf que lorsqu'on considère, par exemple, en ce moment, la situation des Bédouins dans le Negev, avec le problème des conditions de vie, des villages reconnus et des villages non reconnus, du manque, etc. Mais aussi des projets qui sont en train d'être faits en ce moment de développement du Negev, avec le projet de créer un certain nombre de villes juives dans le Negev, avec des centres touristiques très importants. Et il est prévu, par exemple, une seule ville bédouine. Ce qui ne correspond pas du tout à leur mode de vie. Nous sommes allés. Alors, ça ne correspond pas. Et puis, dans les critères de l'apartheid, là, c'est quelque chose de flagrant. Oui. Voilà. Donc, et puis, on peut très bien parler aussi de toutes ces villes
dans la Galilée. Certains disent du triangle, enfin bon, c'est quelque chose à éviter, mais je veux dire, on voit bien dans ces villes qu'il y a un manque de développement qui fait que les gens ne peuvent pas vivre décemment, hein, et que ça emmène toutes sortes de violences. Donc ces plans d'aménagement, c'est très très important pour définir le crime d'apartheid. Et puis l'impunité des colons qui est vraiment... Alors le problème de l'impunité aussi, ça c'est un de nos chevals de bataille depuis très longtemps, et donc dans ce rapport nous appelons à mettre fin à l'impunité d'Israël par des mécanismes internationaux, la Cour pénale internationale, et nous appelons évidemment les autorités israéliennes à démanteler ce système d'apartheid, hein, en démontant les lois, parce que il y a les lois, il y a les pratiques. Donc il faut absolument qu'ils démantèlent. Et le premier aspect que nous avons pris, c'est celui des démolitions et des expulsions forcées. Nous avons lancé donc une pétition, hein, pour demander qu'on mette fin que les autorités israéliennes mettent fin aux expulsions forcées et aux démolitions, parce que ça paraît être quand même quelque chose de flagrant et de très important. Et nous appelons la communauté internationale, comme on dit, les divers gouvernements dont le gouvernement français, hein, à faire pression sur Israël pour mettre fin à ce système d'apartheid, et surtout à reconnaître le crime d'apartheid en Israël. Mais on n'est pas au bout de nos peines, hein. Il y a encore beaucoup à faire. Je vous propose, Martine Brismur, de faire une petite pause musicale, et nous continuerons à parler du rapport d'Amnesty sur l'apartheid israélien publié depuis le 1er février. Là, on vient de voir dans cette première grosse partie les discriminations flagrantes et systématiques, la vie difficile qui est rendue à chaque Palestinien, et la vie infernale, hein. On a eu des exemples nombreux. Oui. On va faire maintenant une petite pause musicale avec le trio Junbra qui chante Asfar, et puis on se retrouve après. Qui est venu à plusieurs reprises à Nancy. Voilà. Nous sommes sur Radio Caraïbe Nancy 90.7 dans l'émission Parole de paix, une émission qu'on peut retrouver en podcast sur le site rcn-radio.org, et également on peut retrouver la vidéo YouTube sur la chaîne YouTube de RCN. Dans cette émission qui est consacrée au rapport d'Amnesty sur l'apartheid israélien, et nous avons Martine Brismur qui est au siège nationale d'Amnesty France, qui est spécialiste des questions, coordinatrice Israël, territoire palestinien occupé et Palestine à Amnesty International France. Et dans cette émission, on parlait de ce régime, non pas de ce régime, mais en tout cas ces conditions et les crimes d'apartheid qui étaient commis en Israël depuis un certain nombre d'années, de décennies, et qui mettait en place un système dans lequel les Palestiniens étaient discriminés, étaient entravés dans leurs déplacements, étaient entravés dans toute leur vie. On a eu un certain nombre d'exemples, et dans cette deuxième partie, donc qualifier d'apartheid le système mis en place par Israël, maintenant ça pose question, et ça mérite d'en parler, parce qu'il y a eu des réactions, j'imagine. Catherine, avant tu voulais demander si seuls les Palestiniens, c'est ça ta question, c'était? Oui, c'est ça, si seuls les Palestiniens étaient victimes d'apartheid, ou si les autres minorités comme les Druzes, et les Circassiens. Nous n'avons pas déterminé le crime d'apartheid vis-à-vis des Druzes et des Circassiens. Nous n'avons pas enquêté dessus. Voilà, donc je peux pas vous dire. Je sais qu'il y a certainement des discriminations, mais je peux pas vous dire s'il y a apartheid. Ouais.
Ouais, et c'est vrai qu'on ne peut pas remettre en question le travail de sérieux et le travail puissant de recherche d'une organisation internationale telle que Amnesty, mais cette déclaration d'apartheid mise à côte avec Israël, parce que depuis tout le temps on entend parler nous dans les médias de conflits israélo-palestiniens, de là mettre des mots aussi forts que l'apartheid, je pense que ça fait du bruit, ça va faire du bruit, et on va continuer à utiliser ce vocable-là, parce que votre travail est fortement documenté, c'est des recherches, c'est au niveau de la vie quotidienne des gens, mais également dans les textes de loi, vous êtes allé chercher, vous avez compilé un certain nombre vous avez fait un travail formidable qui permet aujourd'hui de qualifier d'apartheid ce qui se passe en Israël. Catherine, tu voulais prolonger? Oui, mais du coup, de n'avoir étudié que l'aspect apartheid vis-à-vis des Palestiniens, est-ce que c'est pas ça qui a conduit à des réactions qui traitent Amnesty d'antisémites, en particulier par le gouvernement israélien? Oui, alors, oui, le gouvernement israélien a traité bien sûr le rapport d'Amnesty d'antisémite. Disons que c'est un qualificatif qu'il emploie aisément, et pas que lui, tous les gens qui sont soutiens de la politique israélienne traitent tous les gens qui critiquent d'une façon ou d'une autre la politique israélienne d'antisémite. C'est quelque chose de récurrent vis-à-vis de nous, et aussi vis-à-vis de plein d'autres personnes. Donc nous sommes un petit peu habitués à ce genre de réaction. Nous, au sein d'Amnesty International, évidemment, nous sommes une organisation qui combattons tous les crimes, toutes les atteintes aux droits de l'homme, toutes les déclarations, tous les actes qui sont de haine, et donc nous sommes antiracistes, et évidemment nous luttons contre toutes les discriminations, contre l'antisémitisme évidemment. Donc si vous voulez, nous pensons que les critiques que nous avons formulées en fait à l'égard du gouvernement israélien s'appuient sur le droit international et sur des éléments attestant les graves préjudices et les grandes souffrances que les politiques israéliennes causent aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Donc nous critiquons les politiques du gouvernement israélien, et depuis fort longtemps, parce qu'elles sont contraires aux droits humains, mais nous ne critiquons pas la population israélienne ni le peuple juif. Bien entendu. Voilà. Et nous pensons que nous nous adressons à l'État d'Israël. Et nous disons que l'État d'Israël se rend coupable d'apartheid contre la population palestinienne, qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, et qu'en tant qu'État, Israël est tenu de respecter toutes ses obligations découlant du droit international. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit de démanteler ce régime d'apartheid, l'ensemble des lois, des réglementations, des politiques, des pratiques, qui se fondent sur des motifs discriminatoires, sur des motifs ethniques, raciaux, religieux, afin de les harmoniser avec le droit international relatif aux droits humains. Voilà. Donc nous ne prenons pas position sur Israël en tant qu'État juif, ni sur le droit du peuple palestinien à un État indépendant, puisque nous ne prenons jamais position sur les mesures employées par les peuples pour exercer leur droit à l'autodétermination. Donc nous reconnaissons que le peuple juif et le peuple palestinien revendiquent tous deux le droit à l'autodétermination, donc il n'y a rien d'antisémite là-dedans. Et puis vous faites toujours attention à avoir une expression très mesurée, que ce soit vous ou tous vos collègues d'Amnesty. Donc, et ça, je crois qu'on peut vous en donner acte. Oui, tout à fait. Alors, sur les réactions en général, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, et puis nous parler également de votre plan d'action futur, parce que je me suis laissé dire que vous aviez un plan d'action sur plusieurs années pour expliquer ce rapport et éventuellement l'alimenter, etc. Voilà, oui, exact. Alors les réactions, c'est un peu compliqué
à résumer parce que en fait, il y a les réactions au niveau israélien, au niveau international et au niveau français. Et puis il y a une évolution de ces réactions en fait. Donc vous connaissez la réaction des autorités israéliennes qui n'ont pas accepté de lire le rapport. Vous savez qu'Amnesty International présente toujours, avant la publication de ces rapports, présente toujours aux autorités concernées le rapport. Donc les autorités israéliennes ont refusé, comme d'habitude, de le considérer, mais l'ont trouvé antisémite, bien sûr. Donc trouvé antisémite et rempli d'erreurs et de choses fausses, d'affirmations fausses. Donc voilà. Ensuite, alors il y a eu des réactions médiatiques, évidemment, des réactions médiatiques qui ont été un peu de deux ordres. Il y a eu, on peut dire, dès le départ, des médias qui ont soutenu et d'autres médias donc qui ont complètement réagi de façon un peu hystérique, on va dire. Donc tous les médias attendus ont fait part de leur indignation, d'ailleurs, qu'Amnesty International puisse parler d'apartheid, que ça remettait en cause notre travail jusqu'à présent sur les prisonniers, etc., comme si les autorités israéliennes avaient accepté jusqu'à présent notre travail sur les prisonniers palestiniens, par exemple, sur la détention administrative, donc il y a eu cette espèce d'hystérie, de condamnation de tous ordres, mais qui n'avait rien à voir avec le contenu de notre rapport, en fait. Aucun média ne contestait certains arguments. C'était toujours antisémite, bourré d'erreurs, injurieux pour Israël, etc. Ensuite, ça a été repris par un certain nombre de politiciens ou de personnes ayant pignon sur rue, ayant des opinions bien déterminées, et qui aussi ont fait part dans la presse de leur indignation et de leur rejet, sans jamais avoir lu le rapport d'ailleurs, ni contester certains arguments. Après, il y a eu aussi par exemple aux États-Unis, des médias qui ont déformé les propos de responsables d'Amnesty International en reprenant des phrases et en les détournant du contexte, etc. Bon, nous avons pour cela quand même une secrétaire générale, Agnès Callamard, qui est quelqu'un de très convaincu et qui porte fort et haut notre rapport, donc qui est quand même capable de contester ce qui est dit. Ancienne rapporteure spéciale à l'ONU. Donc effectivement, ancienne rapporteure spéciale à l'ONU, elle a une autorité tout à fait indiscutée. Ce que j'ai constaté en France, donc après ce premier mouvement, donc bien sûr il y avait des organisations qui soutenaient plutôt, et bien sûr aussi des journalistes qui ont soutenu, et bien sûr attendu un petit peu, mais petit à petit, il y a eu les gens ont pris le temps, les intellectuels, les journalistes ont pris le temps de lire un peu plus le rapport, et petit à petit est arrivé, même dans la presse française, des analyses ou des plus de considération pour notre rapport. Voilà. On peut penser aux journalistes du Monde qui, dans un premier temps, Louis Humbert, a refusé catégoriquement de s'occuper de notre rapport, et qui petit à petit commence à considérer qu'il y a des éléments d'apartheid, et il en parle dans ses chroniques. Voilà. Ensuite, nous avons eu le rapport, alors à un autre niveau, au niveau de l'ONU, nous avons le rapporteur spécial Michael Link sur les territoires palestiniens occupés, qui n'est plus en poste, mais
qui, en partant, avait lancé une enquête sur l'apartheid commis par Israël et qui a donné ses conclusions. Et ces conclusions, en citant le rapport de Human Rights Watch, en citant le rapport d'Amnesty International, est arrivé à parler d'apartheid et a conclu par le crime d'apartheid, mais évidemment dans les territoires palestiniens occupés, puisque lui était en charge de ça. Donc quand même, quelque part, les choses avancent. Bon, bien sûr, il y a les autorités palestiniennes aussi qui depuis longtemps travaillent, eux, sur le régime d'apartheid. Et on fait des critiques à Amnesty International sur vous ne dénonciez pas assez l'occupation militaire, par exemple, etc. Ce qui est faux, parce que dans notre rapport, si on le lit bien, on voit bien que la demande est, bien sûr, d'arrêter l'occupation, le régime militaire. Mais ça, bon, c'est un autre problème. Donc voilà. Alors, après, la période était très difficile pour nous adresser aux autorités françaises, puisque nous avons été en période électorale pendant plusieurs mois, avec un parlement, enfin du moins député, Assemblée nationale qui était un peu aux abonnés absents, il faut dire, et puis une opinion qui s'occupait des élections plus ou moins d'ailleurs, et aussi la guerre en Ukraine qui a focalisé tout le travail sur la guerre en Ukraine. Donc, en fait, le plaidoyer d'Amnesty International ne s'est pas encore complètement développé vis-à-vis des institutions. Voilà. Donc ce sera notre prochaine étape. Voilà, et donc nous suivrons cette suite et nous allons continuer à diffuser vos informations, le travail qui est fait, et puis je pense qu'on reviendra aussi dans Parole de paix sur l'avancée de ce travail quand même salutaire et qui va faire changer les choses. On l'espère. Oui, et là notre émission elle touche à sa fin et donc on va vous remercier chaleureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ma voix n'était pas trop. Non. Et non, c'était parfait. On invite les auditeurs qui ont pris l'émission en cours à réécouter l'entièreté de l'émission sur le podcast ou sur la vidéo qui sera en ligne. Et puis merci à toutes et à tous. Parole de paix s'achève maintenant. Merci. On sent les brèves. Voilà. Donc voilà. Et on remercie Pierre, notre technicien, et au revoir à tous. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir Martine Drismur. RCN, www.rcn-radio.org